Bienvenue dans cette vidéo concernant le compte de résultat. Le compte de résultat est un document financier qui est en fait très facile à lire. Encore faut-il savoir comment se calcule le résultat. C'est pourquoi nous allons développer les principes comptables qui régissent, qui sous-entendent le calcul du résultat. En tout cas, une chose est à retenir, le résultat n'est pas un flux de trésorerie. Si une entreprise réalise un bénéfice de 10 000 € au cours de son exercice comptable, il est absolument improbable qu'elle puisse trouver 10 000 € de plus sur son compte de trésorerie, sur son compte bancaire. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans cette vidéo. Un autre point, le compte de résultat n'est pas un instrument de gestion. Il est insuffisant pour suivre la performance d'une entreprise. En effet, une performance se calcule en comparant le résultat qui est produit par l'entreprise et les moyens qui ont été mis en place pour parvenir à ce résultat. Or, les moyens mis en place pour parvenir au résultat se trouvent dans un autre document qui fait l'objet d'une autre vidéo qui s'appelle le bilan. C'est pour ça que les indicateurs clés de performance feront l'objet d'une autre vidéo. En attendant, bienvenue dans l'univers de la finance. Pourquoi un compte de résultat? En effet, le résultat apparaît déjà dans les capitaux propres au bilan. Mais dans le bilan, nous avons que le montant. Et il est intéressant de connaître comment est constitué ce résultat par différence entre ce qu'on appelle les produits et les charges. Ensuite, nous allons voir les principes comptables qui régissent le compte de résultat. Deux grands principes sont importants. Le principe de réalisation, qui en fait va nous permettre de déterminer la comptabilisation des produits, et le principe de corrélation, qui va nous faire enregistrer les charges. Enfin, nous verrons la structure du compte de résultat, et pour cela, nous analyserons deux modèles. Un modèle qui présente les charges par nature et un modèle qui présente les charges par fonction. Le résultat apparaît au bilan comme une variation de la valeur comptable de l'entreprise, c'est-à-dire une variation des capitaux propres, c'est-à-dire en fait une variation de la richesse des actionnaires. Mais le résultat, c'est aussi la différence entre les produits et les charges de l'entreprise, et il est donc pertinent de les connaître par nature. D'où la nécessité, pour calculer puis enregistrer le résultat, de le décomposer en sous-comptes de produits, en sous-comptes de charges, puis de consolider ces sous-comptes en un document unique qui s'appelle le compte de résultat et qui complète le bilan. Voyons donc maintenant les deux grands principes comptables qui régissent le compte de résultat. Tout d'abord, le principe de réalisation, qui concerne les produits, c'est-à-dire les revenus de l'entreprise, et le principe de corrélation, qui est relatif aux charges, c'est-à-dire aux coûts de l'entreprise. Tout d'abord, le principe de réalisation. Quand doit-on comptabiliser une vente dans le compte de résultat? Est-ce à la commande, à la livraison ou lors du paiement de la marchandise? Le principe de réalisation nous dit qu'une vente est enregistrée, donc comptabilisée, quand elle est livrée, c'est-à-dire lors du transfert de propriété entre l'acheteur et le vendeur. Qu'en est-il du principe de réalisation pour une prestation de service? Eh bien, celle-ci est enregistrée, donc comptabilisée, quand la prestation est réalisée. Jamais à la commande, jamais lors du paiement, que ce paiement soit effectué avant ou après la réalisation de la prestation. Voyons maintenant les charges. On applique pour les charges le principe de corrélation. Tout d'abord, il faut que j'explique qu'il y a deux types de charges, c'est-à-dire deux types de coûts dans l'entreprise. On a ce qu'on appelle le coût de produit, c'est-à-dire le coût qui est rattaché
à une vente, comme par exemple le coût d'achat de marchandises. Et on a le coût de période, c'est-à-dire un coût qui est consommé lors d'une période de temps, comme un loyer mensuel, une assurance annuelle, un salaire mensuel. Pour un coût de produit, la charge est comptabilisée quand la marchandise est vendue, c'est-à-dire quand le produit est réalisé. Pour un coût de période, la charge est comptabilisée au cours de la période à laquelle la charge se rattache. D'où cette fameuse corrélation, un coût de produit est corrélé à la vente du produit, un coût de période est corrélé à la période à laquelle il se rattache. Détaillons le principe de corrélation pour les coûts de produit. Ce n'est pas le coût des marchandises achetées qui va permettre de calculer le résultat, mais le coût des marchandises vendues, c'est-à-dire en fait le coût des achats consommés de marchandises pour générer les ventes de marchandises. Les achats consommés au cours d'une période sont calculés de la façon suivante. Ce sont tout d'abord les stocks de marchandises en début de période qui sont utilisés, puis les achats achetés, et moins les stocks existants à la fin de la période, puisque ces stocks existants ne seront pas consommés dans la période. Les achats consommés sont donc les achats achetés, plus le stock initial de marchandises, moins le stock final de marchandises. Les achats consommés sont donc les achats achetés, plus la variation de stock marchandises. Voyons un autre exemple de corrélation, mais cette fois-ci pour un coût de période. Prenons l'exemple de l'achat d'une machine qui sera utilisée pendant 5 ans. On ne va pas comptabiliser l'achat de la machine dans le résultat de la première année et ensuite plus rien pendant les 4 années suivantes. En fait, pour avoir une corrélation entre le coût et la période, on va comptabiliser chaque année le coût d'usage, le coût d'usure, c'est-à-dire le coût de l'amortissement de la machine. Ce coût annuel d'amortissement est appelé la dotation annuelle aux amortissements. Donc pour ce résumé, le résultat d'une entreprise, c'est la différence entre les produits créés par l'activité de l'entreprise et les coûts consommés pour cette activité, et cela pendant une certaine période de temps qui est appelée l'exercice comptable. En général, un exercice comptable a une durée de 12 mois. Voyons donc maintenant comment se présente un compte de résultat. Le compte de résultat est en fait un compte en T avec deux côtés. Le côté gauche où on liste et valorise les moyens consommés, les charges. Le côté droit où on liste et valorise les richesses créées par l'activité de l'entreprise, les produits. Pour les moyens consommés, nous avons 3 catégories. Tout d'abord, les charges consommées pour l'exploitation, qu'on appelle les charges d'exploitation, comme par exemple les marchandises consommées pour être vendues, les frais qui sont apparus au cours de la période, les impôts et taxes, le coût du travail des salariés, l'usure des machines, qu'on a appelé la dotation aux amortissements. Deuxième catégorie, le coût des emprunts bancaires et autres moyens financiers, qui se traduisent par des intérêts à payer. Troisième catégorie, les coûts exceptionnels, c'est-à-dire les coûts en dehors de l'activité normale de l'entreprise. Pour les richesses créées, nous avons aussi 3 catégories. Les ventes et prestations de services réalisées, les produits d'exploitation, les produits financiers, notamment rapportés par le placement de l'entreprise, et les produits exceptionnels qui sont en dehors de l'activité normale de l'entreprise. Le compte de résultat est équilibré et il s'équilibre par le résultat qui est calculé après impôt sur les bénéfices. Voici le modèle de compte de résultat qui est prévu par le plan comptable français. La partie gauche d'abord, les charges dites hors taxes, car elles sont comptabilisées hors TVA, puisque l'entreprise récupère la TVA sur ses charges. Pour permettre une comparaison d'une année sur l'autre, le compte de résultat montre
deux exercices comptables. On retrouve donc tout d'abord les charges d'exploitation, les achats de marchandises, les achats de matières premières, avec leur variation de stock pour calculer les achats consommés, les frais, qui sont appelés charges externes, les impôts et taxes, sauf l'impôt sur les bénéfices, les salaires, les charges sociales, les dotations amortissements. Laissons de côté la quote-part de résultat pour les opérations faites en commun. Nous avons ensuite les charges financières, dont les intérêts sur les emprunts, les charges exceptionnelles, la participation des salariés, l'impôt sur les bénéfices. Et enfin, le bénéfice. Le bénéfice est du côté gauche puisqu'il doit équilibrer le compte de résultat et il y a bénéfice quand les produits sont supérieurs aux charges. Voyons maintenant le côté droit. Les produits hors taxes, c'est-à-dire hors TVA, car la TVA qui est facturée par une entreprise est ensuite reversée par elle à l'administration fiscale. Tout d'abord, nous avons les produits d'exploitation, c'est-à-dire les ventes de marchandises, les productions de produits finis, vendus et stockés. Laissons de côté la quote-part de résultat pour opérations faites en commun. Nous avons ensuite les produits financiers, et notamment les produits de placement des excédents de trésorerie de l'entreprise. Et enfin, les produits exceptionnels, c'est-à-dire les produits non liés à l'activité normale de l'entreprise. Si le résultat est négatif, la perte apparaît en valeur absolue, c'est-à-dire sans son signe négatif, du côté des produits. En effet, le compte de résultat est équilibré, et donc en cas de perte, les charges sont supérieures aux produits. Il existe deux façons de présenter le compte de résultat. Une première forme dite par nature, qui représente les charges selon leur nature, comme par exemple le coût d'achat des marchandises, les charges externes, c'est-à-dire les charges en provenance de fournisseurs autres que les fournisseurs de marchandises, comme les frais d'électricité ou les honoraires, les salaires et les charges sociales des salariés de l'entreprise, la dotation aux amortissements de l'équipement qui est utilisé. Une autre forme est dite par fonction, car elle représente les charges selon la fonction qu'elles exercent au sein de l'entreprise. Ainsi, par exemple, on trouvera dans le coût des ventes le coût d'achat des marchandises, bien sûr, mais aussi on peut trouver les frais de transport, les commissions qui sont payées aux vendeurs en fonction de la vente des marchandises. Si l'entreprise est une entreprise de production, on peut y retrouver aussi le coût des matières premières, les salaires et les charges sociales des ouvriers qui fabriquent les produits, les dotations amortissements des équipements qui sont utilisés pour la fabrication. Dans les charges opérationnelles, on trouvera les salaires et les charges des salariés au sein des services administratifs, les frais de locaux, comme les frais de siège, mais aussi la dotation aux amortissements des équipements, des ordinateurs qui sont utilisés par ce personnel administratif. Une autre caractéristique du compte de résultat par fonction est qu'il calcule ce résultat pas à pas, un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Une autre image serait celle de la fusée à 5 étages, qui calcule ce résultat en partant des ventes, premier étage, en définissant le résultat brut, puis le résultat opérationnel, le résultat avant impôt, et enfin le résultat net. On trouve donc dans le compte de résultat par fonction une première ligne qui indique les ventes de produits et les services rendus, desquels on déduit le coût de ces produits, le coût de ces services rendus, pour avoir une première idée du résultat qu'on appelle le résultat brut. De ce résultat brut sont déduits les frais commerciaux, les frais généraux, les frais administratifs, pour aboutir au résultat dit opérationnel. Sous le résultat opérationnel, on ajoute ou on retire des éléments exceptionnels, c'est-à-dire
des événements qui sont intervenus dans l'entreprise et qui ne font pas partie de l'activité traditionnelle de l'entreprise, comme une vente exceptionnelle d'équipements, comme une fermeture d'usine, etc., etc. Puis, on indique les éléments financiers, on déduit les charges financières et on ajoute les produits financiers. Tout cela nous mène au résultat avant impôt. Du résultat avant impôt, on déduit l'impôt sur les bénéfices pour arriver au résultat net. Enfin, dernier élément, dans la mesure où les dividendes ont été décidés par l'Assemblée des actionnaires, on peut faire apparaître les dividendes qui sont payés pour arriver à la fin au montant qui est reporté à nouveau ou placé en réserve au sein de l'entreprise. Pour ce résumé, voyons donc les mots-clés qu'il faut retenir de cette vidéo concernant le compte de résultat. Voyons les principaux mots-clés que nous avons découverts au cours de cette vidéo. Tout d'abord, le résultat n'est pas un flux de trésorerie, on dit en anglais un cash flow. Le résultat est la différence entre les revenus de l'entreprise, c'est-à-dire ses produits, et les coûts de l'entreprise, c'est-à-dire ses charges. C'est le principe de réalisation qui gouverne la façon de comptabiliser les produits. C'est le principe de corrélation qui gouverne la façon de comptabiliser les charges. Enfin, le compte de résultat peut être présenté par nature de charge ou par fonction. Enfin, quelques livres pour approfondir votre connaissance du compte de résultat. Tout d'abord, un grand classique, La finance d'entreprise, dans la collection Les Nuls. Ensuite, pour les anglophones, les 80 choses essentielles qu'il faut connaître, qu'un néophyte doit connaître en comptabilité et en finance d'entreprise. Toujours pour les anglophones plus spécialisés, les 80 choses essentielles que l'on doit connaître pour comprendre un compte de résultat et surtout les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance. Enfin, pour les étudiants de MBA, les choses qu'ils doivent connaître en matière de comptabilité d'entreprise.